Je propose de commencer. En tout cas, merci à Ouais, tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, normalement, les autres inscrits vont sûrement venir dans la suite. Donc, pour rappeler un petit peu le but de l'événement, c'est un des services que l'association propose à toutes les personnes qui veulent bien y participer. Donc, c'est les étudiants, les actifs, mais aussi les retraités, hein. Tout le monde est le bienvenu dans ces Alumni Live. Vous retrouverez du coup les vidéos sur nos différents réseaux. Après, tout ça, ça sera après le live. Aujourd'hui, on est content d'accueillir Jérôme. Donc, je vous laisse vous bonjour. présenter, Jérôme, si vous voulez. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Brun. Je suis diplômé de l'ESA, de la promotion 103, donc, qui a débuté en 2000 et qui est sortie en 2005. Super. Peut-être vous pouvez nous présenter votre parcours, voilà, pourquoi ce sujet, de quoi vous venez parler aujourd'hui, un petit peu de manière un peu générale. Et bien sûr. Donc, mon parcours, sorti de l'ESA, donc j'ai fait un stage à mémoire de fin d'études dans une société qui s'appelle Syngenta Seeds en potagère. Tout au long des ans, j'étais passionné par les cultures potagères et donc j'ai effectué tous mes stages et tous mes travaux au niveau des cultures potagères. J'avais également effectué un séjour universitaire à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, donc en échange Erasmus sur l'année 2003-2004. Et puis, une fois diplômé, une fois mon stage de fin d'études effectué chez Syngenta, à l'époque, ils étaient content de mon travail, mais il n'avait pas de position à me proposer. Et donc, je me suis lancé à la recherche d'emploi. Et c'est alors que j'ai intégré le groupe BASF, groupe chimique allemand, qui œuvre dans de nombreux secteurs d'activité, dont notamment l'agriculture, à travers une filiale de protection des plantes. Et donc, j'ai débuté ma carrière en 2005 en tant que technico-commercial pour le groupe BASF sur la Bretagne. Et puis ensuite, j'ai évolué sur différentes positions jusqu'à occuper un poste de responsable de l'équipe traitement de semences au niveau européen. Et puis en 2021, un chasseur de tête m'a appelé et m'a proposé un poste que je trouvais intéressant dans une société qui s'appelle Ritzvan, une société familiale qui fait de la sélection, de la production et de la commercialisation de semences potagères. Et donc, m'a proposé de devenir l'un des directeurs de la filiale française. Et donc, après de nombreuses discussions avec les différentes parties prenantes, j'ai accepté cette proposition que je ne regrette pas du tout. Et donc, depuis 2021, je suis de retour dans les semences potagères, au niveau de la filiale Ritzvan France, pour laquelle nous avons 150 salariés en France, avec environ une centaine de salariés en recherche et développement basé sur notre site dans le sud de la France, à proximité d'Avignon, à Aramon, dans le Gard. On est à la confluence entre trois départements, là, entre le Mm. Vaucluse, donc Avignon, le Gard, Aramon, et puis les Bouches-du-Rhône. Et une équipe également commerciale d'une trentaine de personnes pour le territoire. Ok. Super. Bon, on va bien, on va être on est tous impatients de parler des semences. Si vous avez des slides, n'hésitez pas à les présenter. Oui, Vous pouvez partager votre écran. Et je rappelle aussi pour toutes les personnes qui sont participants à la visio, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez lever la main via les outils Teams, hein, ou simplement poser votre question dans le chat. On fera attention à bien y répondre. Et ça peut être totalement interactif, hein. On peut s'arrêter lors de l'Unilive, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense, Jérôme aussi, vous êtes OK pour ça. Et, euh, n'hésitez et pas à voilà, poser donc vos n'hésitez pas questions. à prendre. Voilà. Effectivement, moi, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, avec ou sans lever la main. Je ne Oui, bien sûr, hein. considérez pas que c'est impoli si vous posez votre question en live, vous inquiétez pas, je serai très content. Effectivement, et donc aujourd'hui, on va parler du thème semences et climat, qui est un vaste Mm. thème. Et peut-être, je peux commencer aussi par j'ai quelques diapos pour vous présenter Ouais, la bien sûr, société allez-y. rapidement dans laquelle je travaille et notre Ouais, bien secteur sûr. Allez-y. d'activité. Hop. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui. Ouais, alors là, on voit Attends. l'écran et Hop. il n'y a plus qu'à mettre En mode Voilà, présentation. c'est Normalement, parfait. vous le voyez. C'est parfait. Parfait. Super à tous. La chaîne alimentaire, peut-être vous présenter où nous nous situons. La chaîne alimentaire, c'est une chaîne de plusieurs acteurs. Nous, on considère qu'on est l'un des premiers maillons de la chaîne alimentaire, Ritzvan. En termes, notre métier, c'est de faire de la sélection de semences potagères. Nos clients, on a des clients divers et variés. On a une chaîne qui peut être plus ou moins longue.
Finalement, le consommateur final, bah, c'est nous tous, tous les jours, lorsque nous consommons des fruits et légumes, nous sommes tous des consommateurs finaux. Et donc, nous, notre métier, c'est de nous intéresser à chacun des enjeux, des problématiques des maillons de la chaîne pour comprendre bah, les attentes afin de sélectionner et de trouver des variétés donc, qui permettent de satisfaire l'ensemble des besoins. Donc, quand on parlera aujourd'hui plutôt de semences et climat, on parlera plutôt de producteurs de légumes, hein, qu'on peut appeler aussi des maraîchers, mais également des producteurs de plants. Les transformateurs et grossistes sont impactés. Au niveau de distribution alimentaire et consommateurs, sur la partie semences et climat, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un produit, si possible, gustatif, agréable et frais à consommer tous les jours. Donc, au niveau de la société pour laquelle je travaille depuis le 2021, donc c'est une société néerlandaise qui est familiale, qui est détenue par 3 familles et à hauteur de 30% du capital, et les salariés peuvent être actionnaires à hauteur donc cumulée de l'ensemble des salariés de 10% du capital. Nous sommes actifs au niveau mondial avec des filiales dans 31 pays et nos semences sont distribuées dans plus de 100 pays. Nous, nous avons un portefeuille produit assez large. Vous voyez, nous travaillons plus de 30 espèces. Hein, vous pouvez trouver les logos des certaines espèces en bas de la diapositive. Et nous commercialisons plus de 2000 variétés dans le monde. Donc ça, c'est un aspect hyper important parce que ça nécessite une logistique, une supply chain qui fonctionne bien. Parce que pour avoir 2000 variétés commerciales, il nous faut avoir les lignées parentales, développer les lignées parentales, ensuite afin de pouvoir produire les semences commerciales. Également, ce que l'on peut dire sur cet aspect-là, c'est que la durée de vie moyenne d'une variété, c'est à peu près 6 ans. Donc, si on fait la division 2000 divisé par 6, on voit qu'on lance à peu près 350 variétés, 330, 350 variétés tous les ans. Donc, ce qui est énorme en termes donc, de logistique. Nous avons 4200 salariés, nous sommes 4200 salariés au niveau mondial. 1800 d'entre eux sont situés aux Pays-Bas, donc le berceau historique de la société, et 2400 donc répartis à travers les 30 filiales. Un point qui est important peut-être, dont on ne se rend pas compte, c'est que pour être performant, pour être innovant, il nous faut investir une grande partie de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Et donc, on investit 30% de notre chiffre d'affaires tous les ans en recherche et développement afin de développer des nouvelles solutions, des nouvelles variétés, et donc, parmi celles-là, répondre aux enjeux climatiques. 30% du chiffre d'affaires investi en recherche et développement, 40% des effectifs de la société sont en recherche et développement, donc ce qui est très important. Peut-être un petit commentaire sur le 30%, il est supérieur en fait à nos concurrents et à nos confrères. La plupart de nos confrères investissent dans les potagères plutôt entre 15 et 20%. Mais du fait que nous sommes détenus par un capital familial, on est là sur le long terme. On est sur une société patrimoniale, donc qui est pas là pour faire du profit, mais qui est là pour exister demain, pour apporter des solutions et pour être présente, pour répondre aux enjeux de la société. Donc en France, nous sommes situés dans le Gard. Donc ici, vous pouvez trouver une photo, une vue aérienne de notre site. Hein. Notre site fait un peu plus de 60 hectares, notre site de recherche et développement à proximité du Rhône. Donc site principalement donc recherche et développement avec des bureaux commerciaux également pour fournir la filiale française. En France, nous sommes 152 collaborateurs. Nous travaillons sur 7 programmes de sélection qui sont la carotte, la laitue, la chicorée, le melon, le chou-fleur, le concombre et la tomate. Ce qui est à noter, c'est que ces programmes de sélection basés en France, ils sont utiles pour le monde entier. Autrement dit, des concombres qui sont sélectionnés en France à Aramon peuvent être commercialisés et utilisés par des producteurs au Canada, en Turquie ou également dans d'autres pays du monde. Pour le melon, tous les melons à chair orangée sont sélectionnés depuis la France pour le monde entier. Donc les melons qui sont cultivés en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, sont sélectionnés en France. Et c'est du savoir-faire français donc pour servir ces pays-là. Au niveau du groupe, la filiale d'Aramon, c'est le 3e centre de recherche mondial. Le premier étant basé aux Pays-Bas, le second en Espagne
Et nous sommes donc le troisième hub. Nous avons 2 laboratoires sur notre site qui sont très importants pour mener nos activités. Un laboratoire de phytopathologie qui nous permet de détecter et de suivre l'évolution des ravageurs et des pathogènes afin de pouvoir développer des solutions génétiques pour répondre à ces problématiques. Et puis un laboratoire de biologie cellulaire. Nous avons reçu quelques prix de distinction. Et au niveau du chiffre d'affaires de la filiale française, nous réalisons un chiffre d'affaires proche de 44 millions d'euros sur l'exercice 2024-2025. Quant au niveau du groupe, le chiffre d'affaires groupe est d'environ 700 millions d'euros sur le même exercice. Nous considérons donc, d'après les publications financières des différentes sociétés, être le 4e acteur mondial du marché de la semence potagère. Alors, en quelques diapositives, la présentation du groupe et avec nos différentes équipes. Et donc, un point qui nous est important, ce sont les valeurs. Nous avons des valeurs fortes dans notre entreprise qui sont l'honnêteté, l'ouverture, l'humilité et également donc des valeurs qui nous animent tous les jours au sein de la filiale, mais aussi au niveau du groupe que l'on retrouve. Au niveau de la France, nous avons des commerciaux présents dans tous les territoires français afin de répondre aux enjeux des différentes productions, que ce soit des productions en agriculture biologique, en conventionnelle, ou ce que l'on pourrait appeler des productions en environnement contrôlé, comme sous serre, ce qu'on appelle chez nous high-tech, au haut niveau de technologie. Eh ben, c'est super. Et ben, en tout cas, on voit pour ceux qui sont dans la vidéo, si vous voulez faire un stage à Ritzman, je pense qu'il y a plein d'opportunités. On voit tous les labos, c'est vachement bien. En tout Effectivement, cas, on a merci des Jérôme pour la stages, on a des offres présentation. d'emploi régulières aussi, donc n'hésitez pas à postuler, elles sont Voilà. publiées sur notre site. Ouais. Vous faites bien, Et Samuel. On donc, a 2 offres de stage à pourvoir là sur une ah oui, oui, moi je sais plutôt quand je voyais région Ouest les France et laboratoires. une sur le Sud France, donc n'hésitez pas. Ouais. Et donc pour rentrer dans le cœur du sujet, donc les semences face au climat, bah, je vous laisse la main, Jérôme, sur la manière dont vous voulez intervenir, mais peut-être on avait parlé quand on avait préparé cette interview, on avait parlé de différents sujets, notamment l'évolution des outils de production. Peut-être vous pouvez nous en toucher un mot. Comment est-ce que ça a un lien les semences et les outils de production? Parce que c'est peut-être des fois on n'a pas toujours Ouais, cette tout vue-là. à fait, tout à fait. Alors, dans la volonté de produire, en fait, au niveau de l'agriculture, l'un des enjeux que l'on a et que les producteurs ont, c'est dans quel environnement produire pour être sûr que lorsque je mets une production en place, j'arrive à avoir une récolte d'une bonne qualité et en quantité suffisante. Pour cela, du coup, il y a plein d'outils de production différents qui existent. Comme on le constate tous, hein, on a l'agriculture, la production de légumes historiques en plein champ, en ceinture verte maraîchère ou dans les jardins. Euh, on a également des productions sous abri qui peuvent être d'un niveau technologique très différent, hein, des abris froids, donc une petite serre avec un tunnel plastique sous lequel on produit des multichapelles à double paroi gonflable où là on maîtrise un peu plus le climat. Et puis également les serres qui sont des modèles assez efficients parce que dans les serveurs, on arrive à maîtriser un peu plus les enjeux climatiques, à maîtriser les enjeux sanitaires, notamment les dernières technologies de serveurs, ce qu'on appelle les serres semi-fermées, donc qui sont des serres à surpression. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un peu plus de pression dans la serre qu'on en a à l'extérieur. Tout cela pour éviter les ravageurs de pénétrer dans la serre et donc plutôt qu'ils aillent à l'extérieur de la serre et également de mieux gérer les enjeux maladies. Ces outils sont importants, ils évoluent rapidement, ils évoluent fortement, et donc nous, en termes de sélection, l'impact, il est de pouvoir trouver des variétés adaptées à chacun des différentes typologies de production, des différents outils. Aussi bien on fait de la sélection pour de l'agriculture biologique avec un haut niveau de résistance aux maladies, un haut niveau de rusticité et bien sûr un enjeu rendement important mais qui est moins prioritaire. Et également, on peut faire la sélection dans différents outils qu'on appelle de plus haute technologie, que ce soit des serres semi-fermées pour les tomates, mais également pour la laitue avec de l'hydroponie, qui sont des outils qui peuvent impressionner lorsque l'on ne les connaît pas, mais qui sont super efficients. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple,
culture de laitue en hydroponie par rapport à la culture de laitue en plein champ, ça permet de réduire la nécessité de besoin d'irrigation de l'ordre de 90 à 95%. Donc, on réduit la consommation en eau, on arrive à être en circuit fermé. Et ça, c'est un enjeu, et c'est des outils qui sont importants et utiles par rapport aux enjeux de demain. Comment faisons-nous pour produire avec moins d'eau disponible? Comment faisons-nous pour produire avec moins d'outils phytosanitaires de protection disponibles? Comment produisons-nous demain et comment arrivons-nous aussi dans un contexte climatique et aussi sociétal qui évolue à attirer de la main-d'œuvre pour récolter des légumes? Et ben, ces outils permettent d'apporter une solution et donc de développer des semences adaptées permettent d'apporter une solution. D'accord. Et par exemple, sur les modifications des rotations de culture, donc là on parlait des outils, mais peut-être que ça va aussi changer, parce qu'on peut se dire, avec le changement climatique, les cultures vont migrer vers le nord, hein, on pourrait se dire ça. Le melon, vous parlez du melon tout à l'heure, le melon du Poitou-Charentes, il va se retrouver peut-être en Bretagne ou en Sud-Bretagne ou d'autres endroits, mais est-ce qu'il y a une réponse plus complexe à ça uniquement? Ça va monter vers le nord, ou est-ce que vous parlez des outils, les rotations, il y a plein de choses qui vont changer, donc comment est-ce que les semences s'adaptent à ça? Effectivement, il y a les outils, les enjeux sociétaux, les enjeux géopolitiques. Où est-ce qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à se mettre à quatre pattes pour couper des salades ou autres pendant plusieurs heures d'affilée, ou couper des choux-fleurs sous la pluie en Bretagne, ou récolter des fruits, des tomates sous environnement très très chaud. Donc tous ces enjeux-là font une équation assez complexe. On a également des enjeux sur la disponibilité en eau. Quelle est la disponibilité en eau des différents lieux de production? Quelle est la qualité de l'eau qui est disponible dans ces différents lieux de production? Donc, on a certaines productions, effectivement, que l'on ne pouvait pas produire dans le Nord il y a quelques années. Vous citez le melon. Alors, à Rennes, ils ont toujours été innovants. Ils ont toujours eu le petit gris rennais depuis quelques années, depuis même, je crois, plusieurs décennies. Mais effectivement, les productions, certaines productions qu'on ne pouvait pas faire à certaines latitudes maintenant, on peut réussir à les produire du fait du changement climatique. Toutes les productions ne vont pas migrer. Les outils vont être adaptés aussi. Notamment, on peut produire aujourd'hui de la salade en plein milieu du désert avec des outils de, de serre et de contrôle de l'atmosphère. Aujourd'hui, dans les Émirats, ils arrivent à produire des légumes de haute qualité en plein milieu du désert. Donc, ça va être un enjeu complexe entre qualité de l'eau, réservant nos besoins de personnes, où sont les personnes, coûts de production, enjeux géopolitiques, où est-ce que l'on souhaite, d'où est-ce qu'on souhaite importer nos cultures, d'où est-ce qu'on ne souhaite pas importer nos cultures. Et puis enfin, effectivement, il y a des bassins de consommation aussi qui sont importants. Donc on a une migration, on a des cultures qui sont possibles dans le nord qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus produire dans le sud? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on a un éventail qui s'ouvre et que nous, en temps de semencer, on cherche des variétés pour répondre et produire dans chacun de ces bassins. Et au niveau des ravageurs, ça c'était aussi un autre sujet, par exemple. On sait qu'il y a des ravageurs qui vont arriver en Europe ou dans d'autres pays d'ailleurs, hein, des ravageurs d'Asie qui vont migrer dans d'autres pays d'Asie ou etc. Est-ce que les semences peuvent s'adapter à ces nouveaux pathogènes ou aussi suffisamment vite, par exemple, ou comment ça se passe au niveau des ravageurs et des maladies? C'est effectivement une très bonne question. Avec le changement climatique, on s'aperçoit qu'il y a une apparition de nouveaux ravageurs ou de nouvelles maladies qui n'étaient pas présentes il y a quelques années, des changements, des mutations de souche aussi de ces maladies très très rapides. Et on est dans une équation assez complexe. C'est que dans une toute petite graine, vous voyez une graine de laitue, il y en a certaines derrière moi là, en illustration. La laitue, elle doit être là, on est sur un fenouil, là, on est sur une pastèque. On n'a pas de laitue dans les graines derrière moi. On peut prendre l'aubergine qui est ici. Sur cette petite graine, on va mettre tout un tas de choses. Des résistances aux ravageurs, des résistances aux maladies, un niveau de productivité, des aspects gustatifs. Et donc, c'est le travail de nos équipes au quotidien. On a plus de 40% de nos effectifs, donc 1600 personnes qui recherchent aujourd'hui en recherche et développement des solutions pour lutter contre ces nouveaux ravageurs. Alors, je vais vous donner des exemples plus précis.
Par exemple, dernièrement, là, on a identifié hein, dans la nature euh, des, des salades sauvages qui sont résistantes à certaines typologies de pucerons. Et donc, on a réussi à faire des croisements, rétrocroisements, à identifier par marquage génétique quel est le caractère qui fournit la résistance. Et donc, on progresse ces caractères-là dans nos programmes de sélection de laitue afin d'apporter aux agriculteurs des laitues sur lesquelles, au lieu d'avoir des centaines de pucerons, eh bien, il n'y a plus que un ou deux pucerons résiduels qui restent sur la laitue. Donc, c'est un exemple précis, donc on a des solutions. On cherche, on les trouve dans la nature, dans nos banques de, de variétés, on pourrait appeler dans nos ressources génétiques, hein, que l'on multiplie et que l'on conserve régulièrement et qu'on essaye d'amender avec ce qu'on retrouve dans la nature. On a des éléments qui nous permettent de trouver des solutions pour répondre à certains de ces enjeux, à la vitesse de la sélection. Donc, on a des outils qui nous permettent d'aller vite, mais malgré tout, il faut aller plus vite que vite. Mais moi, je suis impressionné par ce que les équipes de recherche nous trouvent, hein. Que ce soit au niveau des maladies, on c'était le puceron, pardon, des ravageurs, le puceron, mais également au niveau des maladies comme les fusarioses, les brémias, les virus en tomates. Il y a un nouveau virus là qui s'appelle le TOBRFV qui avait été identifié en 2014 en Jordanie. Euh, Depuis 2022-2023, on a des variétés résistantes qui permettent de cultiver, même en présence de ce virus. Je parle beaucoup, je vois qu'il y a une question, hein. Et Madame je fais une Grangeon. question, Béatrice. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour. Très bien, très bien. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on reviendra sur une recherche sur les anciennes variétés qui certaines ont été plus résistantes que les variétés actuelles, mais est-ce que tu penses que la recherche s'orientera un petit peu sur ces anciennes variétés? Alors, dans nos ressources génétiques, c'est des variétés que l'on multiplie et que l'on garde en interne régulièrement et sur lesquelles euh, euh, j'aime pas le terme exploiter, mais sur lesquelles effectivement on utilise pour croiser avec les variétés euh, plus modernes. Est-ce qu'on reviendra à toutes des anciennes variétés? C'est possible pour certains types d'agriculture, notamment l'agriculture biologique. Et en même temps, c'est pas toujours possible parce qu'on souhaite, quelquefois, en fait, du fait des changements de mécanisation, de robotisation, on va chercher des formes de plantes, quelquefois, qui peuvent être différentes. Euh, Notamment, euh, il nous faut trouver des solutions pour mécaniser les récoltes. Aujourd'hui, chaque personne qui travaille dans un champ à couper des salades toute la journée, l'objectif, c'est de faire que leurs enfants ne fassent pas ce métier-là demain. Donc ça, on le voit partout dans le monde. Plus personne demain voudra récolter des salades à la main, ou en tout cas, la plupart des salariés ne voudront plus faire ça. Et donc, il nous faut trouver des architectures de plantes qui permettent de mécaniser ces récoltes. Donc, je pense que ça sera un mix des deux. Effectivement, on a besoin des variétés anciennes pour trouver ce patrimoine génétique et puis quelquefois de la rusticité qu'on n'a pas dans les variétés modernes. Et en même temps, il nous faut les variétés modernes pour apporter ces résistances aux maladies et également ces architectures de plantes pour la récolte, pour la culture. Également en tomates, le temps de travail est très important pour les producteurs de tomates. Il faut une heure de travail, une heure de main-d'œuvre, c'est très cher, c'est beaucoup d'argent. Un kilo de tomates, c'est pas très cher à la vente. Donc il faut trouver des plantes qui aillent très très vite à cultiver pour les producteurs. Merci Et ben Jérôme. juste, c'est justement, je rebondis sur ça. On parlait d'avoir donc des variétés anciennes ou même tu parlais de ressources génétiques. Est-ce qu'on en a assez des ressources génétiques pour lutter contre le changement climatique? Parce que peut-être il nous manque certaines choses et est-ce qu'on a assez de diversité? Est-ce qu'on peut retourner assez vers les anciennes variétés ou d'autres choses? On en a de nombreuses. La question qu'on en a assez, un scientifique dira, je sais pas. Euh, aujourd'hui, C'est sûr. euh, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de nombreuses solutions qui existent dans la nature. Que ce soit des variétés anciennes, mais aussi des variétés. Constamment, les variétés autour de nous dans la nature, elles évoluent, hein. Les plantes sauvages, elles évoluent en permanence. Elles s'adaptent aussi au climat, elles s'adaptent aussi aux ravageurs. Elles-mêmes sont également touchées par les maladies, elles s'adaptent. Pardon. Et elles évoluent en permanence. Donc, on a un rôle d'observation, on a un rôle également d'identification. Donc, on a des personnes hein, dont c'est le métier de faire des voyages et puis d'identifier des génétiques dans des endroits plutôt assez sympas, exotiques en général, pour ceux qui aiment la nature. Maintenant, est-ce qu'on a assez de ressources génétiques?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, moi, je suis confiant, on a beaucoup de ressources génétiques. Moi, je suis, encore une fois, épaté de la façon dont on retrouve des solutions pour apporter des solutions aux problèmes que l'on a. Euh, Nos Et, sélectionneurs, ils font et- un super boulot. Et en plus, ils arrivent même à développer des variétés qui ont du goût, qui sont sympas à manger, qui sont sympas à cuisiner. Il y a tout un tas de variétés et de typologies de plantes qui sont, euh, qui sont innovantes et qui sont bien appréciées des consommateurs. ouais. Et tout à l'heure, vous parliez qu'une variété, ça met 6 ans à développer. Des fois, ça peut même aller plus, jusqu'à 10, des fois 12 ans. Ça dépend des Ouais. espèces et des besoins. Est-ce que, par exemple, pour l'urgence climatique, on sait qu'il y a déjà des impacts sur le territoire français et d'ailleurs et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez déjà dire, bah, là, on a déjà des variétés qui sont adaptées à tel nouveau stress dans cette région-là? Ou alors, est-ce que le temps est trop long encore pour voir les variétés adaptées au changement climatique? Toute la question va être de la vitesse du changement climatique et des territoires qui sont impactés. La difficulté avec ce changement climatique, c'est que dans, bah, il y a quelques années, la prédiction du climat, la prédiction de la météo était assez efficace. Aujourd'hui, avec le changement climatique, nos modèles actuels nous réservent quelquefois des surprises. On a des tempêtes, on a un coup de froid, on a un coup de chaud, on a beaucoup de vent. Et donc, c'est des éléments qui sont complexes à appréhender. L'un des autres aussi impacts du changement climatique en ce qui concerne l'ensemble des semenciers en potagère, c'est la multiplication de semences. Euh, on a des multiplications de semences sur certaines espèces, notamment les espèces qui sont très longues à sélectionner. La carotte, on est plutôt dans 15-20 ans pour sortir une variété commerciale, qui a une empreinte importante sur le marché. Donc les productions de semences pour ces espèces-là deviennent quelquefois compliquées et on peut avoir des échecs. Et donc on a une responsabilité en tant que semencier aussi, c'est de construire un stock de semences et donc du coup d'avoir une masse financière immobilisée pour répondre les années où on n'a pas de production, où on a des productions de semences défaillantes. Est-ce qu'on peut, pour revenir à votre question précisément, avoir des avancées? Oui, on a des avancées, on a des combinés à des outils. Aujourd'hui, on a des variétés de légumes qui permettent de mieux résister à ce changement climatique. Également, on a un enjeu qui est important, c'est l'enjeu CO2, l'enjeu carbone. Pardon. Et dans ces méthodes de production également, on a des évolutions. On sait que la fertilisation peut être très, très émettrice de CO2, en particulier sur les cultures de plein champ. Et donc, c'est des enjeux sur lesquels on travaille. Camille, je vois que vous avez une question. Oui, bonjour. Moi, c'est ma question. On a parlé un peu plutôt du réchauffement climatique, mais aussi il y a la question de l'eau, qui est aussi une question géopolitique. Est-ce qu'il y a aussi je sais pas, des choses mises en place pour privilégier des cultures moins consommatrices en eau? Oui, c'est vrai que l'eau, c'est un enjeu important. La qualité de l'eau aussi, parce que dans certaines régions, on a de la qualité de l'eau qui n'est pas très bonne parce qu'elle est saline avec une conductivité assez élevée. Donc, on a effectivement des enjeux d'identification de génétique qui peuvent pousser malgré une moindre qualité de l'eau avec des niveaux de rendement acceptables. Sur la consommation en eau, également, il y a des programmes de recherche sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, le plus efficace reste l'outil de production en environnement contrôlé, hein, où on récupère les eaux de pluie sur les toits des serres et ensuite on arrive donc à être en circuit fermé et à remettre euh, très très peu d'eau dans le système. Et donc c'est des circuits qui sont assez efficients. Euh, donc certains peuvent considérer que c'est une artificialisation de la production. Effectivement, on n'est plus dans les productions qu'on avait chez nos grands-parents dans le potager, dans ce type de production. Par contre, ça permet d'être super efficace en eau. Sur le plein champ également, il y a une partie technologie qui permet d'apporter l'eau sous différentes formes. Il y a quelques années, on inondait les parcelles, puis on est passé aux arrosages par aspersion, puis au goutte à goutte. Maintenant, on est au goutte à goutte enterré dans certaines situations. Donc, également sur les systèmes d'irrigation, ce sont des outils combinés à la gestion de l'eau, à l'efficacité de la gestion de l'eau. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, à lever la main ou même à interrompre directement, et pas de souci.
Mais dans ce cas, on peut continuer. Moi, j'avais une question aussi sur parfois la tension entre innovation et accessibilité. Certes, développer une nouvelle variété, ça a un coût et donc ça demande sûrement plus d'efforts de recherche. Est-ce que peut-être que les variétés qui arriveront à l'avenir seront plus coûteuses ou est-ce que ça a un rapport? Comment ce sera dans les différentes régions du monde? C'est une très bonne question. Est-ce qu'elles seront plus coûteuses? Tout dépend effectivement. On va dire à inflation constante, s'il n'y avait pas d'inflation, oui, elles ont besoin. Nos nouvelles variétés euh, nécessitent des outils, des moyens de recherche qui sont assez coûteux. On a à peu près 40% de nos effectifs donc en recherche et développement, donc 40% des personnes qui ont un salaire, qui ont besoin d'avoir une augmentation de salaire régulièrement pour faire face à de l'inflation. Et donc, effectivement, on a un coût de la vie qui augmente et des variétés qui sont plus coûteuses. Par contre, nous, à quoi on s'attache, c'est d'avoir une variété qui, si elle coûte un petit peu plus cher que la variété que l'on remplace, et qu'elle apporte des bénéfices complémentaires au producteur, et qu'en fait, le producteur, ayant ces bénéfices, soit finalement motivé à changer de variété parce qu'il va produire plus, ou il va pouvoir produire dans un environnement où il y a des problématiques de ravageurs ou de maladies. Et donc, ça va lui apporter une assurance et une garantie. Il y a un point politique aussi qui est important dans cet accès et dans le développement des innovations. On voit que le monde devient de plus en plus se reproduit sur lui-même. Hein. On a de moins en moins d'ouverture des frontières. On voit qu'on est dans des tensions géopolitiques à peu près dans tous les endroits du globe, hein, entre du côté asiatique, la Chine qui est en tension, du côté des États-Unis, des droits de douane très très importants mis par M. Trump. Du côté de la Turquie ou de l'Afrique, également des difficultés. Du côté européen, également une réglementation que l'on appelle PRM, pour plantes reproductives matérielles, qui est en cours d'évolution. Et en fait, toutes ces réglementations, tous ces changements peuvent avoir plusieurs conséquences. L'un d'entre eux, c'est la vitesse d'accès à l'innovation. Par exemple, on a vu certains projets des textes européens en cours de discussion qui, s'ils sont adoptés tels qu'ils sont à l'état de projet aujourd'hui, vont retarder la mise sur le marché, donc la possibilité pour les agriculteurs d'utiliser les semences potagères, de 2 ans. Donc, ces 2 ans, c'est énorme. Donc, si on a déjà 6 ans de recherche, et puis si on retarde en plus de 2 ans la possibilité aux agriculteurs d'utiliser les nouvelles variétés, c'est un pas de temps. Et donc, du coup, un coût aussi qui va pas en diminution. Ok, ok. Donc, en vrai, c'est très intéressant, hein. Et puis, ça, c'est sûr et certain que à l'avenir, il y aura de plus en plus d'impact climatique pour les agriculteurs. Donc, ça sera aussi nécessaire d'investir dans des semences qui sont adaptées. Hein. Donc, il y a aussi les deux côtés. Hein. Si les agriculteurs Oui. perdent un peu, je pense que ça peut jouer là-dedans aussi, quoi. Ouais, Ouais. Et et au niveau je vois qu'après, on arrive bientôt vers la fin, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais aussi poser la question sur comment est-ce que les agriculteurs ils perçoivent ces innovations. Est-ce qu'ils sont très reluctants à l'idée d'avoir des nouvelles variétés? Je pense pas forcément, mais est-ce qu'il y a des résistances parfois ou est-ce que c'est plutôt bien adopté parmi les utilisateurs des semences, les agriculteurs? Alors, les agriculteurs, en tout cas ceux qu'on côtoie, c'est dans notre secteur d'activité, en particulier en culture maraîchère, ils sont hyper innovants. Globalement, on est sur une population, que ce soit en France, mais dans les pays européens, plus jeune chez les producteurs maraîchers que chez les producteurs en grande culture ou en élevage. Et ils demandent de la nouveauté, ils demandent de l'innovation, ils sont toujours en recherche et en quête perpétuelle de la perfection. La variété parfaite, on en a quelques-unes, elles sont rares. Hein. J'ai en tête une variété de melon que l'on commercialise depuis plus de 20 ans et où il n'y a pas de demande d'innovation sur cette variété, hormis d'ajouter des résistances aux maladies. Mais ce n'est pas notre quotidien. Notre quotidien, c'est que les variétés ont toujours un défaut et c'est toujours un choix entre différents critères et différents paramètres. Nos agriculteurs, ils sont demandeurs d'innovation. Ils testent, ils participent à la création de l'innovation, ils échangent avec nous leurs besoins. Ils nous disent, bah, tiens, j'ai telle problématique, est-ce que vous pouvez trouver une solution pour y répondre? Alors, généralement, on arrive toujours un petit peu à côté ou autre et finalement à retrouver. Et donc, ils sont très ouverts, très demandeurs, très impliqués dans l'évolution variétale. Et c'est vraiment un travail de différents acteurs et main dans la main que l'on fait ensemble avec les agriculteurs au niveau
français, européen et mondial. On a, ouais, moi je suis très satisfait. Même eux, vous voyez, on parlait de laboratoire tout à l'heure de phytopathologie. Souvent, les agriculteurs nous appellent en disant, j'ai des plantes qui dépérissent, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, on vient prélever avec leur accord des plantes dans leur parcelle pour identifier quelle est la cause de ce dépérissement et ensuite partager avec eux et ensuite trouver des solutions court, moyen ou long terme pour résoudre ces difficultés. Et donc, dans ce cas-là, peut-être une autre question pour continuer sur ça. Est-ce qu'il y a des zones d'incertitude ou des domaines où, dans les semences, on est vraiment pas au point mort, mais on a vraiment du mal pour lutter contre le changement climatique? Est-ce qu'il y a vraiment des domaines où la recherche ça devrait se focaliser? Peut-être même s'il y a des gens qui nous écoutent, si c'est vraiment de faire un stage dans ces domaines-là, parce qu'on n'arrive pas à trouver, peut-être qu'il y en a un. Il y a quelque chose où on bute encore ou pas forcément? Oui, il y en a plein, il y en a plein, c'est notre quotidien. Et puis chaque fois qu'on en résout un, quelques mois après, il y en a un nouveau qui apparaît. Non, Camille nous parlait tout à l'heure de l'eau et me questionnait tout à l'heure sur l'eau. L'eau est un enjeu, hein, on ne pourra pas produire sans eau, hein. L'eau, c'est la vie, hein, on le sait. Par contre, on peut produire avec moins d'eau, avec des eaux de qualité différente. Euh, Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui ou un problème sur lequel on ne sait plus produire de légumes? On a ces enjeux de production de semences sur certaines espèces. On a évoqué la carotte, on pourrait évoquer l'épinard. Mais malgré tout, avec des stocks consolidés sur plusieurs années, on arrive à répondre aux enjeux et aux besoins de production. Pour moi, le gros enjeu que j'aperçois là ou que l'on voit actuellement, c'est des changements de bassin de production très rapides au niveau mondial. On a des mutations de bassins de production. Autrement dit, l'Espagne a été pendant de nombreuses années l'Eldorado des cultures potagères. En Espagne, ils commencent à rencontrer quelques difficultés, des difficultés liées au coût de la main-d'œuvre, qui a fortement augmenté et qui se rapproche de plus en plus du coût de la main-d'œuvre française. Ils ont des difficultés par rapport à la disponibilité en eau. Et donc, l'Espagne a des enjeux, mais qui dépassent la semence, très importants au niveau des cultures potagères. Le Maroc également se développe beaucoup en tomates, hein. Vous voyez tous des belles barquettes blanches de tomates en provenance du Maroc, de la marque Azura par exemple, pour ne pas les citer. Ils ont des enjeux aussi. Alors la main-d'œuvre coûte pas très cher au Maroc, hein. On a à peu près une vingtaine d'euros, pas par heure, mais par jour travaillé, hein, dans ces lieux-là, peut-être 25, mais on voit qu'il y a une différence de coût très importante. Par contre, ils ont des enjeux de disponibilité en eau. Donc, il pourrait y avoir des mutations, par exemple, des productions du Maroc vers d'autres bassins de production. On entend parler d'Égypte de plus en plus, de soutien géopolitique pour produire en Égypte et ensuite de l'Égypte importer en Europe via l'Italie. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau français, on a des opportunités importantes. On a un savoir-faire de nos producteurs, de la filière des écoles qui est très bon, qui excelle. Euh, Nous, au niveau du groupe, on voit de nombreuses opportunités à venir dans les années qui viennent en France. Alors, bien sûr, avec des challenges, hein, de coût de la main-d'œuvre, d'accès aux fonciers, de politique, d'autorisation d'exploiter ou autre. Mais par contre, moi, je suis très confiant sur l'avenir de la production de légumes sur notre territoire national. Super. Une Béatrice? deuxième question de Béatrice. Alors, Jérôme, je ne sais pas si Ouais. tu le sais, mais la filière Azura a été créée par un ancien promo 65 par Omar Roussel, D'accord, hein, je l'avais pas en un tête. Ésaïen qui a créé cette filière-là. D'accord. Et il a bien bossé, Omar, parce qu'ils font des bons produits. Omer, pardon, Omer. Roussel, 65. Ok, je le note en même temps, hein. Hop. Merci, Béatrice. Je t'en prie, Jérôme. C'était l'occasion de faire un alumni apéro au Maroc, hein, du coup, hein, s'il y a des Alors là, une bonne alumni. proposition. Alors, tu sais, ça- il fait le grand écart entre la Bretagne et le Maroc. Voilà, il est plus maintenant, il est juste en expertise pour certaines choses, mais il a laissé sa direction aux jeunes, place aux jeunes. D'accord, merci, Béatrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas même à mettre dans le chat ou quoi que ce soit. Eh ben, je peux vous laisser conclure, Jérôme, sous le format que vous voulez, ou si donner un conseil à un jeune, quoi que ce soit, mais je pense qu'on arrive au terme, donc c'est à vous Eh pour ben, la fin. merci à tous. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Encore une fois, je suis
serein. On a dans les filières de nombreuses solutions. Les producteurs sont très innovants et inventifs pour trouver des solutions. On a une mutation de notre secteur en cours avec l'intelligence artificielle qui va permettre d'aller plus vite dans les innovations, mais également de mieux conduire la voiture au lieu de faire des virages un petit peu saccadés, de mieux piloter l'intelligence artificielle. Les outils de gestion, notamment de culture, vont aider les producteurs à être plus efficaces. Et puis nous, en tant que semenciers, nous sommes là pour innover. On a des chercheurs qui, tous les jours, ont une idée en tête, de trouver une solution pour répondre aux problèmes des agriculteurs. Quelquefois, on aimerait qu'ils aillent assez vite, un peu plus vite. Moi, je trouve qu'ils font du super boulot, qu'ils apportent de nombreuses solutions. Et je suis fier de travailler avec l'ensemble de ces équipes au niveau français et au niveau international dans la société Ritzvan. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez des stages. Ils sont tous publiés sur notre site internet, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis enfin, dernier point, le secteur des semences potagères, c'est passionnant, ça va très vite, c'est innovant, on sème, on cultive, on récolte tous les jours, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Eh ben, c'est super. Je vois qu'il y a des réactions dans le chat pour remercier. Bah, moi aussi, je vais vous remercier, Jérôme, pour l'intervention. Je pense qu'on a tous appris. Et puis, le but de la discussion aussi, c'est d'échanger, hein. Donc, c'est super. En tout cas, on ressort, on est confiant. On pourra manger des légumes demain, ça, c'est sûr. C'est On c'est- c'est compte ce qu'on sur vous, retient. c'est bon pour votre santé et c'est aussi quelque chose qu'on met, c'est partageons un avenir sain et consommer des légumes, ça remplit cet objectif d'avoir un avenir sain. Bah, c'est parfait. Et dans ce cas, on peut conclure cet Alumni Live. Merci à tous. Et puis, vous retrouverez donc Merci. l'enregistrement sur les différentes plateformes. Le prochain Alumni, ce sera au mois de novembre et on communiquera ça dans les semaines à venir. Et au plaisir de vous y revoir là-bas sur un autre sujet, évidemment. Tous. Merci En tout Samuel, cas, merci merci à Béatrice, merci vous Camille, merci à tous. et Bonne bonne journée journée. à vous. Merci.